Bonjour, aujourd'hui nous allons continuer le chapitre 18 sur la stratégie de la synthèse organique. Maintenant que nous savons faire une synthèse, nous allons essayer de voir comment sélectionner la réaction qui doit avoir lieu. La plupart des composés en chimie organique sont des composés qu'on appelle polyfonctionnels, c'est-à-dire qui vont posséder plusieurs groupes caractéristiques. Quand on fait une synthèse, on veut parfois ne faire réagir que certains groupes par rapport à d'autres. Il va donc falloir soit sélectionner les groupes que l'on veut faire réagir, il faut donc protéger les groupes qui ne doivent pas réagir, choisir des réactifs spécifiques pour certains groupes et pas d'autres, ou choisir des conditions expérimentales particulières. Mais en premier, qu'est-ce qu'un composé polyfonctionnel ? Un composé polyfonctionnel est un composé qui possède plusieurs groupes caractéristiques. Alors, revoyons cette notion de groupe caractéristique. Donc, quand on parle de la famille des acides carboxyliques, le nom du groupe fonctionnel porte le nom de groupe carboxyle. On le reconnaît par un C qui est doublement lié d'un côté à un oxygène et également simplement lié à un groupement OH. Quand on va avoir un ester, on a un groupe ester également. Et là, on a un carbone qui est lié d'un côté doublement à un oxygène et de l'autre côté à un oxygène. L'oxygène qui est ici est lié à un groupement carboné que je note R'. Le premier carbone était noté à un autre groupement carboné que je note R. Dans le cas des amides, on va avoir un groupe fonctionnel qui est le groupe fonctionnel amide également, où on va avoir un C doublement lié O qui est à côté d'un N. Ce N peut être lié à des hydrogènes ou des groupements carbonés. Quand on a la famille des aldéhydes, le groupe fonctionnel porte le nom de groupe carbonyle. C'est le même que pour les cétones. L'aldéhyde, on va avoir le C doublement lié O qui est d'un côté lié à un carbone et de l'autre à un hydrogène, alors que dans le cas des cétones, on a le C doublement lié O qui va être au milieu de la chaîne, donc qui va être lié de part et d'autre à des groupes carbonés. Pour le cas des alcools, on va avoir un groupe qui porte le nom de groupe hydroxyle et on va reconnaître la présence d'un groupe OH. Et pour finir, les amines, où on va avoir le groupe amine, on va tout simplement avoir un N qui peut être lié soit à des carbones, soit à des hydrogènes. Alors par exemple, sur la molécule qui se trouve en dessous, quelles sont les fonctions organiques présentes sur cette molécule polyfonctionnelle? Eh bien, on va reconnaître à ce niveau-là une fonction acide carboxylique, donc un groupe carboxyle. On va reconnaître ici un groupe carbonyle et on va reconnaître un groupe hydroxyle à ce niveau-là. Pour reconnaître la présence de ces groupes, soit on regarde la formule semi-développée, soit on voit également apparaître dans le nom de la molécule les groupes. C'est-à-dire que chaque groupe va donner une notion de famille et donc une terminaison au nom. Seulement quand il y a plusieurs groupes fonctionnels, il ne peut y avoir qu'une seule terminaison. Les autres groupes seront considérés comme des ramifications. Et à ce moment-là, dans leur nom, on verra apparaître un petit préfixe qui va indiquer la présence de ce groupe fonctionnel. Par exemple, dans le cas des aldéhydes et des cétones, on mettra devant le préfixe oxo. Dans le cas de l'alcool, on mettra le préfixe hydroxy. Et ainsi de suite. Pour amine, on mettra amino.
Les autres groupes fonctionnels resteront prioritaires et donc continueront à donner la terminaison du nom. Donc si par exemple je devais nommer la molécule suivante, eh bien j'utiliserai le préfixe hydroxy et le préfixe oxo pour les groupes caractéristiques qui sont placés sur la chaîne, alors que le groupe carboxyle, lui, restera toujours prioritaire. Donc cette molécule porterait le nom de acide. Ensuite, vous savez que les ramifications, et donc les groupes qui sont traités comme des ramifications, vont être classés par ordre alphabétique. Donc l'acide, 4-hydroxy, 2-oxo, pentanoïque. Le problème de ce type de molécule est qu'il est difficile de faire réagir uniquement, par exemple, le groupe hydroxyle sans faire réagir le groupe carbonyle ou le groupe carboxyle. Selon les réactions, on va faire réagir tous les groupes en même temps. Si on veut donc faire réagir uniquement un groupe caractéristique, il va falloir soit utiliser ce qu'on appelle des réactifs chimiosélectifs, soit protéger certaines fonctions. Notez-le dans votre leçon. Donc un réactif va être dit chimiosélectif s'il réagit uniquement avec un seul groupe fonctionnel d'une molécule polyfonctionnelle. Et la réaction qui est associée sera dite sélective. La sélectivité d'une réaction va dépendre des réactifs utilisés, mais également des conditions physiques choisies, telles que la température, la pression ou des catalyseurs. Et bien évidemment, vous êtes tous capables de me donner la définition de ce que c'est un catalyseur. Lisez l'exemple, puis mettez en pause le temps d'essayer de réfléchir à l'exercice, puis écoutez la correction. Attention, petite erreur, ici il y a une double liaison. Les propositions que vous avez dû cocher sont la proposition B, la proposition D et la proposition E. Alors pour commencer, cette proposition E, on vous dit que le 2-oxobutanoate-d'éthyle est une molécule polyfonctionnelle. On voyait déjà dans le nom apparaître oxo et OAT. Donc ça veut dire qu'on a à la fois une fonction ester et une fonction carbonyle. On regarde la molécule, c'est bien le cas. Fonction carbonyle, fonction ester à ce niveau-là. Ensuite, regardons la première réaction. On voit qu'on a transformé à la fois ce groupe caractéristique et celui-là. Donc la réaction A n'est pas sélective. On n'a pas sélectionné le petit a. Par contre, dans le cas de la réaction B, eh bien déjà, il y a une erreur. Il manque ici un trait. Donc dans le cas de la réaction B, vous voyez qu'il va y avoir modification d'un groupe caractéristique, mais pas de l'autre. C'est-à-dire qu'on a modifié uniquement le groupe caractéristique carbonyle, ce qui indique que la réaction B va être sélective. Donc forcément, le réactif de la réaction A n'est pas sélectif, alors que celui de la réaction B donc va bien être un réactif chimiosélectif. Dans le cas où il n'existe pas de réactif chimiosélectif qui va permettre d'orienter la réaction vers la formation du produit désiré, il est nécessaire de mettre en œuvre la protection des fonctions que l'on ne veut pas faire réagir. Une fois la réaction effectuée, on réalisera une déprotection des groupes afin de régénérer la fonction initiale. Donc on va utiliser un groupe protecteur qui va permettre d'inactiver temporairement la réactivité d'une des fonctions de la molécule polyfonctionnelle et pour cela il va la transformer
en une autre fonction. Donc, regardons un peu le schéma qui est représenté ici. On a par exemple ici une molécule polyfonctionnelle qui possède deux groupes fonctionnels, un groupe fonctionnel A et un groupe fonctionnel B. Le but est de faire réagir cette molécule polyfonctionnelle, mais en ne transformant que le groupe B. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, en premier, on va faire agir un protecteur. Ce protecteur est chimiosélectif, c'est-à-dire qu'il va réagir de manière sélective avec la molécule. Il va transformer uniquement A. Donc, s'il transforme A, il le transforme en groupe qu'on va appeler AP. Ce groupe AP va être ensuite inerte. C'est la deuxième condition, c'est-à-dire qu'il ne va pas se transformer ensuite. À ce moment-là, comme il est inerte, eh bien, seul B se transforme. B se transforme en C. Dernière étape, puisqu'on a réussi à faire apparaître le groupe C, issu de la transformation de B, eh bien, il faut retrouver le groupe A. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va déprotéger notre fonction. Donc, ça veut dire qu'on va enlever le groupe protecteur. Et évidemment, il faut qu'on puisse l'enlever facilement. Donc, les trois conditions que l'on doit noter le groupe protecteur, première proposition, doit réagir de façon sélective avec la fonction à protéger. Deuxième, doit être inerte dans les conditions réactionnelles choisies. Et ensuite, doit pouvoir être enlevé facilement une fois la réaction finie. Donc forcément, eh bien, au lieu d'avoir une réaction chimique, vous voyez qu'on en a trois. Donc ça veut dire que l'utilisation d'un groupe protecteur introduit deux étapes supplémentaires au cours d'une synthèse organique. Une étape de protection et une étape de déprotection. Attention, ces étapes doivent présenter de bons rendements pour ne pas diminuer de façon trop importante le rendement global de la synthèse. Donc nous allons maintenant appliquer ça à une synthèse un peu particulière qui est la synthèse peptidique. Donc une synthèse peptidique, c'est ce qui permet de créer des protéines. Les protéines sont des très longs polypeptides. Ça veut dire qu'il y a plusieurs liaisons peptidiques à l'intérieur. Donc nous allons bien évidemment pas créer ici et pas étudier un polypeptide, mais uniquement un dipeptide. C'est-à-dire qu'on va avoir deux acides alpha-aminés qui vont réagir pour former une liaison peptidique. Donc on va utiliser pour faire cette liaison peptidique des acides alpha-aminés qui sont des composés polyfonctionnels et même bifonctionnels puisqu'ils vont avoir deux fonctions chimiques. Ils vont avoir une fonction carboxyle puisque ici nous voyons sur cette première molécule donc un groupement COH et il va également posséder une fonction amine et ces deux fonctions sont portées par le même atome de carbone. Je vous rappelle en plus que c'est un carbone particulier puisque c'est un carbone asymétrique, nous l'avons déjà vu. La liaison peptidique est une liaison qui va donc s'établir entre deux molécules d'acide alpha-aminé et qui va s'établir particulièrement entre le groupe carboxyle d'une première molécule et le groupe amine d'une deuxième molécule. À ce moment-là, il va y avoir élimination d'une molécule d'eau et on va créer une liaison ici entre le carbone et l'azote qui est modélisée par ce transfert de doublé. Donc on va créer cette liaison-là qui porte le nom de liaison peptidique. Le reste de la molécule reste identique, c'est-à-dire que là, je vais garder le carbone lié à un groupement caractéristique NH2 et de l'autre côté, je vais garder ici ma liaison avec un H et la double liaison O qui se situe à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on ne fait intervenir donc que une fonction sur les deux qui constituent l'acide alpha-aminé. Donc on peut noter que la liaison peptidique est une liaison
qui s'établit. Là, il y a des trucs qui servent à rien. Entre la fonction carboxyle et la fonction amine. Donc dans cet exercice, on va justement essayer de compléter les équations des réactions de condensation, on appelle ça comme ça, qui vont exister entre les deux acides alpha-aminés ci-dessous. Donc les acides alpha-aminés qui vont réagir sont la glycine et l'alanine. Donc ne perdons pas de vue ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que chaque molécule va contenir deux groupes caractéristiques. Donc ça veut dire qu'il va y avoir plusieurs possibilités de réaction si l'on ne fait rien. Par exemple, donc la glycine possède un groupe caractéristique amine et un groupe caractéristique carboxyle. L'alanine, elle, possède un groupe caractéristique amine et un groupe caractéristique carboxyle à ce niveau-là. Quand je vais réagir la glycine et l'alanine, eh bien, première possibilité, soit je vais avoir le groupe caractéristique carboxyle de la glycine qui peut réagir avec le groupe amine de l'alanine. Mais je peux également avoir le groupe caractéristique carboxyle de l'alanine qui réagit avec le groupe amine de la glycine. Ou bien, j'ai deux molécules de glycine côte à côte, et donc dans ce cas-là, je peux faire réagir le groupe carboxyle d'une première molécule de glycine avec le groupe amine d'une deuxième molécule de glycine. De même pour l'alanine, avec deux molécules d'alanine, on peut faire réagir le groupe caractéristique carboxyle de l'alanine avec le groupe caractéristique amine d'une deuxième molécule d'alanine. Donc ça veut dire que pour cette réaction, eh bien, il n'y a pas un seul produit, mais il va y avoir 4 produits de la réaction. Donc pour cela, eh bien, en fait, on a nommé la glycine et l'alanine. La glycine portera le nom gly et l'alanine portera le nom ala. Si on fait réagir gly avec ala, dans le sens de l'écriture qu'on a vu précédemment, cela signifie que c'est le carboxyle de la glycine qui réagit avec l'amine de l'alanine. Donc on peut surligner que c'est le carboxyle qui réagit avec l'amine. Dans le cas où c'est la deuxième réaction, alanine avec glycine, cela signifie que c'est le groupe carboxyle de l'alanine qui va réagir avec le groupe amine de la glycine. Si j'ai glycine avec glycine, ça veut dire que j'ai le carboxyle de la glycine qui va réagir avec l'amine d'une autre glycine. Et si j'ai l'alanine avec l'alanine, eh bien ça veut dire que j'ai le groupe carboxyle d'une première molécule d'alanine qui va réagir avec le groupe amine d'une deuxième molécule d'alanine. Donc écrivons la première réaction en se servant de ce qu'on a vu précédemment au niveau de l'écriture de la réaction globale. Donc la molécule de glycine réagit avec la molécule d'alanine. Seul le groupe fonctionnel que j'ai sélectionné en rouge va réagir. Le reste de la molécule va rester identique. On va donc avoir H2N, CH2, et là j'arrive sur le groupe fonctionnel qui se transforme. Il se transforme en C doublement lié O. Et il va s'accrocher, donc le groupe caractéristique, vous l'avez reconnu, il était là, c'était celui-là. Il va s'accrocher avec le groupe de l'alanine, NH2,
qui se transforme en NH. Le reste de la molécule d'alanine va rester identique et ne va pas être modifié, c'est-à-dire CH, CH3, COH. La liaison qui se trouve ici va être notre liaison peptidique. Le dipeptide que l'on obtient s'appelle GlyAla, puisqu'on a ajouté dans l'ordre une molécule de glycine et une molécule d'alanine. Si vous avez bien compris, je vous invite à mettre en pause et à essayer de faire les autres possibilités. Dans cette deuxième possibilité, c'est l'alanine en premier qui va réagir avec la glycine. Donc, on retrouve le début de la molécule d'alanine qui n'est pas modifié. Ensuite, le groupe caractéristique carboxyle de l'alanine qui va réagir avec le groupe caractéristique amine de la molécule de glycine. La molécule, le dipeptide que l'on vient de construire, va porter le nom de ALA-GLY, puisqu'on a ajouté dans l'ordre la molécule d'alanine et de glycine. Sur le même principe, dans le cas numéro 3, on va construire un dipeptide qui s'appelle GLY-GLY. Et dans le dernier cas de figure, on va obtenir un dipeptide qui s'appelle ALA-ALA. Donc forcément, si on fait réagir deux acides alpha-aminés, vous le voyez de façon non spécifique, eh bien on va obtenir un mélange de 4 dipeptides. Sur les 4 dipeptides, si on veut obtenir un dipeptide spécifique, il va être nécessaire de mettre en place une stratégie de protection. Donc par exemple, si on veut synthétiser uniquement le dipeptide AB, et pas BA, pas AA, ni pas BB. Donc on veut AB. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va commencer par réaliser la protection de la fonction amine de l'acide alpha-aminé A et la protection de la fonction carboxyle de l'acide aminé B pour les empêcher de réagir. Une fois qu'on a réalisé ces protections, eh bien, on va pouvoir faire la réaction entre nos deux molécules d'acide alpha-aminé. À ce moment-là, on va avoir réaction entre la fonction carboxyle de A et la fonction amine de B. On a donc créé la liaison peptidique qui nous intéressait. À ce moment-là, on va réaliser la déprotection des fonctions qu'on avait protégées au départ pour réaliser notre dipeptide qui nous intéresse. Vous savez maintenant comment choisir les conditions expérimentales d'une synthèse et comment sélectionner la synthèse qui vous intéresse.